Vous êtes président de l'école des parents à Paris, membre titulaire de la Société française de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescence. Vous avez une réputation nationale voire internationale, notamment sur le thème de l'adolescence, où vous avez écrit de nombreux livres sur ce thème. Vous allez nous parler maintenant donc du désamour à la résilience, ouvrir les champs du possible. Merci de cette invitation, de cette occasion d'échanger, d'avoir comme ça pu profiter de cette journée très, très, très riche et justement de ce témoignage aussi vraiment au cœur du sujet. Alors voilà, en fin de carrière, enfin tout à fait d'ailleurs maintenant, mais avec le recul, donc d'à peu près de 50 ans, les choses me paraissent plus simples qu'on le croit. Je trouve qu'on se complique bien la vie. Bon. Et qu'on se la gâche aussi beaucoup. Ça pourrait être tellement, tellement plus simple si on s'attardait aussi sur ce qu'on recherche en commun, c'est-à-dire tout le monde préfère être bien que mal, et il y a tant de malentendus. Donc, vraiment, quand je regarde en arrière, je me dis que de malentendus, que de gâchis. Et ce qui, pour moi, a été... Bon, j'ai une formation de neuropsychiatre, une formation psychanalytique, qui a été importante pour moi, ne serait-ce que parce que ça me donnait une certaine sécurité, des bases de référence. Mais ce dont j'ai le plus... ce qui m'a le plus apporté, j'ai un petit peu de difficulté là, au niveau de ma gorge, j'espère que ça va tenir. Non, mais je me méfie de trop boire, ça va pas... Donc, merci quand même de remettre une proximité. Mais... j'ai une gorge très irritée. Donc, oui, ce qui m'a le plus apporté, c'est le recul. Bon, j'ai cette chance d'avoir beaucoup de contacts avec d'anciens patients, y compris de ceux que j'ai soignés à la fin de mon internat en 68. Voilà, donc, tout à l'heure, je recevais d'ailleurs un SMS d'une d'entre elles, qui est maintenant grand-mère. Donc, j'ai des parcours de vie. Et ça... c'est exceptionnel, c'est pour moi une leçon de vie. Je me dis, quelle chance j'ai eu de faire ce métier par une succession là aussi de demi-hasards et de rencontres successives, de me retrouver comme cela dans ce métier-là, avoir en 68 à m'occuper d'adolescents et de jeunes adultes, donc de rester 40 ans dans ce service et d'avoir tant de contacts avec, encore une fois, d'anciens patients, que je n'ai jamais suivi quelqu'un plus de 10 ans, mais il se trouve que voilà, j'ai des contacts avec des gens que j'ai connus en 68, schizophrènes, bipolaires, différentes catégories, des parcours de vie, et de voir comment on passe de ce que j'appelle la destructivité, c'est-à-dire ces comportements psychiatriques qui ont en commun d'être tous des comportements destructeurs, en ce sens qu'ils sont tous une coupure de la relation. Que ce soit de la relation avec son corps, de la relation avec les autres, de la relation d'apprentissage, des relations sociales, tous les troubles psychiatriques, et c'est ce en quoi ils sont pathogènes, sinon pathologiques, c'est qu'ils nous coupent de ce qui fait la vie, c'est-à-dire les échanges. De voir comment certains vont s'y trouver enfermés, et en mourir quelquefois, sans l'avoir voulu, et d'autres vont en sortir, sans toujours comprendre. Pourquoi? Parce que je crois qu'on ne comprend pas, mais on constate que tout d'un coup, ce qui leur paraissait inévitable n'a plus lieu d'être. Et je me souviens des premières patientes que j'avais soignées en 70 pour une anorexie grave, qui faisait des études de médecine et qui, au bout de 10 ans et 33 hospitalisations, me dit « Je ne suis plus anorexique. Je ne comprends pas comment on peut être anorexique. Je le voudrais. Je ne le pourrais pas. » Et ça, et plein d'autres, dans d'autres domaines. Bon. Alors, c'est pour ça qu'avec le recul, je me méfie un peu des systèmes, qu'ils soient systémiciens, qu'ils soient psychanalytiques. J'ai une vision un petit peu critique. Il nous faut des repères, c'est pas en tout ou rien, mais il faut peut-être se garder d'y croire de trop. C'est-à-dire les choses, elles ne sont pas aussi organisées que cela, elles sont plus simples, plus bêtes. Le patient désigné montrerait, si vous voulez, qu'il y a un destin quasiment inéluctable qui fait que non, je ne le crois pas. Ou de dire il fait ceci pour cette raison, il est là par masochisme, il est pour attaquer son père. Ça ne peut pas suffire pour désigner les choses. Je crois que c'est plus... On fait ça parce que ces comportements
négatifs ont à chaque fois un effet apaisant parce qu'ils répondent à ce qui est une exigence du vivant, c'est-à-dire être actif contre tout ce qui représente une menace. Et pour comprendre justement ces bases, ces, je dirais, données fondamentales liées à mon avis aux émotions qui font la vie, eh bien, on a la chance de vivre une époque incomparable. En 30 ans, on a appris sur le fonctionnement de la vie plus que depuis il y a quelques milliards d'années, la première cellule vivante est apparue sur Terre. Donc en 30 ans, on a appris que plus dans toute l'histoire de l'humanité. Vous vous rendez compte ce que vit votre génération, je parle pour les plus jeunes, et vous allez vivre, et on est qu'au tout début d'un apprentissage. Et ça, il faudrait y revenir. Parce que le niveau conceptuel, il est important, mais c'est un niveau de maîtrise. Bon. Et c'est un niveau qui a tendance à s'auto-justifier, à s'auto-entretenir. On fait des théories conceptuelles pour les vérifier, et on les vérifiera. Mais le biologique nous échappe davantage. Il est plus basique, probablement avec des éléments plus fondamentaux, mais en même temps d'une complexité extraordinaire. Il faut voir que nous sommes, nous, le résultat de la rencontre d'un génome avec un environnement, comme les plantes, comme les animaux. Tout c'est pareil. Personne d'entre nous n'a choisi ce qu'il est. On n'a rien choisi. On a un petit peu de mal, ça, à l'admettre. Hein, mais c'est moi qui me suis fait. Oui, sauf que j'ai rien choisi. Hein, je n'ai pas choisi. Non, j'ai mes gènes, j'ai pas choisi mon éducation, le milieu dans lequel j'allais naître, les influences, rien. Et cependant, j'ai un choix possible. Et c'est ça qui est extraordinaire. Oui, on a un choix possible, qui est lié à cette capacité réflexive. Nous sommes les seuls êtres vivants, conscients, d'être conscients de nous. Et cette rupture qualitative qui est venue d'un progrès quantitatif du développement du cerveau a permis à un certain moment, en complexifiant le travail du cerveau et les milliards de connexions dans notre cerveau, d'avoir cette possibilité de se regarder. Qui suis-je, moi? Voilà. Comme disait ce livre de la patiente dont je parlais, qui suis-je quand je ne suis plus moi, quand elle avait cet épisode maniaco-dépressif. Eh bien, qui suis-je, moi? Bon. Et ça, c'est formidable de poser cette question. Sauf qu'on n'a pas choisi qui je suis. On peut un petit peu choisir ce qu'on en fait, et c'est énorme. Oui, je peux choisir d'essayer de ne pas trop abîmer, d'essayer de construire, d'essayer dans le sens de la vie, de voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Là, j'ai une certaine possibilité, en principe, de choix, mais massivement influencé par des émotions que je ne choisis pas. Personne ne choisit ses émotions, et les émotions, c'est ce qui nous fait nous sentir vivants. C'est ce qui fait de nous des êtres vivants et non pas des ordinateurs, mais c'est ce qui nous relie à l'animal. Et là, justement, les progrès de la biologie nous permettent de comprendre que nous sommes tous, en effet, des bipolaires ou des pluripolaires, enfin, assez bien bipolaires, en puissance, c'est-à-dire que ce n'est pas la vérité qui nous fait dire que le verre est à moitié vide ou à moitié plein. Et ce regard, comme je le disais ce matin, il va changer la relation à l'environnement et contribuer à le vider ou à le remplir. Et on vide plus facile qu'on ne remplit. Alors en voyant tous ces parcours, moi ce que je me dis, c'est que tout ce qui est de la vie, on ne le maîtrise pas. Et qu'au fond, la philosophie de la vie, me semble, devrait être recherchée sur les bases du vivant. Et on sait maintenant que quand la première cellule vivante est apparue sur Terre, il est possible qu'on arrive à en faire naître de toutes pièces à partir de la chimie. Qu'est-ce qui s'est passé? Que la vie, par rapport au monde minéral ou au monde aqueux environnant, qu'est-ce qui va la caractériser? C'est l'individuation. Voilà. La cellule, l'être unicellulaire, c'est un individu avec une membrane. Et à l'intérieur, les briques, c'est-à-dire le génome, qui est là programme pourquoi? Eh bien pour se démultiplier et transmettre. Et c'est parti. La première lettre unicellulaire, jusqu'à nous autres, en passant par les éléphants,
les mammouths lainés, les singes, les végétaux, les insectes. La vie, c'est une explosion de diversité et d'OGM. La vie, ce n'est pas la répétition du même, c'est sans arrêt un mouvement, un changement permanent qui continue. Et nous sommes qu'à un moment donné de cette évolution. Alors pourquoi on peut avoir les croyances qu'on veut? Je pense qu'on n'est pas prêt de les vérifier, mais on peut les garder. Tout le monde peut avoir ses croyances, on n'en sait rien. Mais on commence à comprendre le pourquoi. Pas le pourquoi, je veux dire, mais le comment. Et le comment, c'est que oui, cette cellule vivante, cet individu, il ne tient que par l'échange avec l'environnement. C'est-à-dire que cette cellule, avec ses briques, c'est-à-dire le génome, qui la destine à la transmission, à la reduplication, eh bien, ne va ne pouvoir vivre que dans un échange permanent avec l'environnement, par des circuits répétitifs et circuits aversifs. Et que on voit bien que la vie est une logique paradoxale et non pas binaire, parce que si la cellule est trop fragile, eh bien elle explose, et si la cellule est trop forte, elle meurt parce qu'elle étouffe et qu'elle n'échange pas. Et nous sommes là, toute notre vie d'humain, dans la même problématique. Pour vivre, nous avons besoin de nous nourrir des autres, et pour vivre et exister, et pour nous sentir nous-mêmes, on a besoin de se différencier. Alors comment être différent si je suis fait des autres? Voilà. Et ça, on est confronté tout le temps à ce paradoxe, qui est le paradoxe du vivant. Voilà. Nous avons besoin des autres, on est fait de l'échange avec les autres, et on est quand même différent. Et tantôt on veut se différencier à tout prix, au prix de perdre le contact avec les autres, tantôt on est complètement sous emprise. Et que finalement, est-ce que la vie ne se joue pas entre deux émotions fondamentales? On l'a évoqué à plusieurs reprises aujourd'hui, d'ailleurs, la confiance et la peur. Ça, c'est les deux émotions basiques. La confiance, et à partir du moment où vous avez confiance, pour nous comme pour tous les animaux avec un cerveau, eh bien, vous êtes dans l'échange, que ce soit de nourriture, sexuelle, les jeux, etc., mais il faut avoir confiance. Et quand la peur domine, vous vous repliez, c'est l'emprise. Et on se referme. Le modèle en étant pour moi l'enfant qui s'agrippe à sa mère plutôt que d'aller au lit ou à la crèche, et pas qu'il aime plus ou moins, c'est qu'il a peur. L'agrippement, c'est la peur. Et on va s'agripper à ce qu'on peut. Alors le problème, c'est que l'être humain, par la conscience qu'il a de lui-même, il va faire qu'il est programmé comme tout le vivant pour défendre son territoire s'il est attaqué, pour retrouver un rôle acteur de puissance. Seulement le territoire humain, du fait de la réflexivité, il est devenu exponentiel. Notre territoire, c'est tout ce à quoi on accorde de la valeur. Alors c'est le territoire géographique, c'est ma famille, c'est ma religion, c'est mon club de foot, ça peut être n'importe quoi. Et on voit qu'actuellement, avec la diffusion d'Internet et autres, on est qu'au tout début d'un monde où on ne comprend pas pourquoi l'autre accorde de la valeur à des trucs qui nous paraissent sans intérêt et dérisoires. Sauf que pour lui, c'est intéressant. Voilà. Et donc ça devient son territoire. Seulement le problème, c'est qu'il va défendre son territoire exactement comme le jar dans la cour, dans les basses-cours que nous connaissons. Comme le chien, comme tout animal. Mais ça va être sa théorie philosophique, sa conception de l'art, ça va, tu touches à ça, et hop, mais l'émotion, elle est basique. Elle est basique. Sauf que le contenu paraît très, très, très hautement intellectuel. Et on peut être un très, 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 très grand savant sur des trucs et avoir des petites mesquineries de la vie quotidienne. C'est rien d'étonnant. Je suis là, dans une réunion scientifique, si je peux embêter le candidat, décoller le candidat d'un collègue qui m'a déjà empêché d'avoir un élève 20 ans avant, je ne me priverais pas de ce petit plaisir. Si je me disais là, je suis plus proche du chien que d'un être humain, peut-être que je n'oserais pas le faire. Parce qu'il n'y est pour rien, le malheureux. Je vais pas réussir, quand même, ça lui apprendra, ce connard, à ne pas avoir donné mon élève à une place il y a 10 ans. Quel que soit le niveau. Quand on voit la vie privée de grands savants, je pense, on peut dire à Einstein, par exemple, hyper brillant, et dans sa vie privée aussi, non seulement il a jamais voulu s'occuper de son fils schizophrène, accusant sa première femme, avec qui déjà qui était très aussi savante que lui, presque, dont il a tiré beaucoup d'éléments, semble-t-il, mais dont il a séparé, il accusait que c'était les gènes de sa femme qui avaient dû rendre le fils schizophrène. Et sa seconde femme, il avait fait un contrat de mariage où il définissait
le temps de parole qu'ils auraient par semaine, les pièces où elle pourrait aller, les livres qu'elle avait le droit de toucher. Tout était écrit sur le contrat. Bon, on peut être génial, bon, on peut être un grand artiste et avoir une vie. Voilà, parce qu'on est conditionné, nous sommes très fragiles. Voilà. Mais nous avons quand même le sentiment qu'avec notre capacité réflexive, notre pensée, alors nous pensons, monsieur, on va symboliser, on va sublimer, je t'en fous de sublimer, oui. On a eu ce besoin de s'illusionner sur le pouvoir. Alors c'est formidable, le pouvoir de penser, le pouvoir de choisir, sauf que ça reste la dominante d'émotions très très basiques. Alors c'est ces émotions qu'on retrouve là aussi dans ces schémas qu'on vient de voir. Et je me dis maintenant avec le recul, si j'ai un regret, c'est de ne pas avoir suffisamment pris en compte que tout patient qui vient nous voir, lui, sa famille, son entourage, ceux qui s'en occupent, on est nous aussi pris entre la peur et la confiance. Et plutôt que d'énumérer, et on est très formé à cela, à énumérer, c'est normal de certains côtés, c'est-à-dire qu'on revient, si on revient au modèle de la cellule, vous voyez qu'il faut toujours tenir deux fils dans la vie. Deux logiques différentes. La logique qu'il faut se différencier, la logique qu'il faut aussi se nourrir des autres. Il faut tenir les deux. Et par moments, il y en a un qui domine, il y en a l'autre, il y a une tension permanente. Il n'y a jamais un état statique. Et ça ne peut jamais être binaire. Je me nourris ou je me ferme. Bon. Parce que ça, c'est la mort. Bon. Et tout va être comme ça dans les échanges. Et c'est ça qu'on va retrouver. Et je trouve que dans notre formation médicale, mais même psychologue, pour nous rassurer, parce qu'on a besoin de se sentir un pouvoir, c'est-à-dire de maîtriser, on a besoin de conceptualiser. Ça, c'est un des fils. Et en même temps, il ne faut pas trop croire à nos concepts. Ils sont là simplement pour essayer de rendre compte d'une réalité qui nous échappe en partie, parce que ce qui va faire bouger cette réalité, c'est l'émotion. Ça me touche, ça me plaît, c'est beau, ça me motive, pour rien du tout, ça ne fait aucun effet, il n'y aura pas de mouvement. Ce qui enclenche le mouvement de la vie, c'est l'émotion. Et l'émotion, après, elle va avoir un spectre au niveau de la conscience extrêmement différencié. Mais à la base, c'est appétitif ou aversif. La peur ou la confiance. C'est ça, je crois. Et que là, on est habitué à énumérer tout ce qui ne va pas. Il fait ceci, il fait ça, ce qui est vrai. Et on ne voit pas assez qu'est-ce qui va. Et que si ce qui ne va pas, ce n'est pas d'abord pour embêter les autres. Ce n'est pas pour répondre à des pressions du système. C'est pour être, lui, moins mal. C'est qu'en faisant ce qu'ils font, et c'est tout ce que m'ont montré les patients, c'est qu'en étant ce qu'ils sont, ils sont moins mal. Ils peuvent aller jusqu'à en mourir, jusqu'à se tuer, qui est pour moi un acte de vie. Parce que ce dont on s'aperçoit, c'est que la destructivité, elle est toujours à la portée de l'humain. Et nous, avec notre capacité réflexive, nous savons que nous pouvons toujours nous fermer à l'autre, que nous pouvons toujours détruire. L'animal peut le faire, mais il ne sait pas qu'il peut le faire à volonté. Nous, nous savons que nous pouvons la détruire. Et la détruire, c'est une maîtrise absolue. Dès qu'on veut construire, on dépend de l'autre. Tout ce qui est de la vie, on ne peut pas le maîtriser. On passe une bonne soirée, des vacances formidables, c'est sûr, ça va se terminer. C'est pas grave, si on a confiance. Ça va revenir, peut-être, mais c'est pas sûr. Par contre, détruire, je le disais tout à l'heure aussi, le seul moyen d'être sûr du résultat de l'examen, le seul, c'est de ne pas le passer. Là, vous êtes sûr. Bon. C'est pas dire que vous êtes heureux. Mais vous allez vous justifier, mais qu'est-ce que c'est? De toute façon, il n'y a pas que les études, et puis il y a du chômage, et puis des tas de raisons. D'accord. C'est pas pour ça que vous ne passez pas l'examen, c'est que vous avez peur de ne pas être reçu, et plutôt vous être l'acteur de votre déception que de la subir. Voilà. On n'aime pas subir, vous l'avez dit aussi ce matin. Les choses qu'on décide, ça va beaucoup mieux que celles qu'on nous impose. Bon. Et c'est ça qu'on oublie dans toute réforme, aussi généreuse soit-elle, c'est que ceux qui l'attendent parce qu'ils sont acteurs, ça les motive. Mais ceux de la génération suivante, ils vont dire, dis donc, nous, ça, toutes les réformes, peut-être que tout très bien, mais nous... Et là, on s'étonne comment on s'est battu pour nous, pour acquérir cette liberté, voilà qu'ils n'en veulent pas. Ils retournent des trucs, comment ils font ça? C'est parce que c'est pas eux qui décident. Et là, et ce besoin qu'on a de se sentir l'acteur. Et malheureusement, je vous dis, la créativité dont le résultat est sûr, la seule, c'est la créativité, j'appelle la créativité du pauvre, c'est-à-dire la destruction. Si je veux faire la gueule, m'enfermer dans ma chambre, je suis sûr. Si je voudrais plaire, si je veux être apprécié, si j'espère que vous allez me répondre favorablement,
c'est au risque de la déception. C'est ça que nous apprend aussi la vie. Et je crois que ça, il faut que ce domaine individuel, il faut qu'on le retrouve dans notre contact. Bon. Et comprendre peut-être que dans toutes ces situations que vous nous présentez, je me demande s'il ne faudrait pas aussi que nous ayons en même temps que nous avons nos références, bon, tout ça, il y a plusieurs fils en même temps, au moins deux, de nature différente, mais qu'en même temps on puisse dire à ces familles qui sont, qu'est-ce que ça doit être difficile pour vous, qu'est-ce que ça doit être compliqué, tout ce monde qui est là autour de vous et tout cela, et vous qui subissez tout ça comme ça, comment on peut essayer de trouver une solution? Bon, oui, vous tapez vos enfants, oui, vous avez... Mais voilà, qu'est-ce qui se passe? C'est pas par plaisir que vous faites ça. C'est qu'est-ce qui fait qu'il y a cet enchaînement? Est-ce que c'est ça que vous voulez vraiment? Comment est-ce qu'on prendrait? Vous ne pourrez pas prendre ce temps aussi. Vous voyez, de dire, moi je sais que là, il y a quelque chose qui est plus fort que vous. Et tous ces symptômes qui justement nous donnent actifs, nous donnent le sentiment d'être actifs, qui constituent les symptômes dits psychiatriques, c'est une contrainte, c'est jamais un choix. D'ailleurs, essayez de vous faire une petite maladie psychiatrique, vous n'y arriverez pas. Alors que vous pouvez penser n'importe quoi, les pensées les plus folles, c'est pas ça qui vous rend fou. Ce qui vous rend fou, c'est d'y croire. C'est-à-dire, c'est quand tout d'un coup, ça c'est vrai, ça motive, ça c'est la vérité, et voilà, c'est là que le danger arrive. Mais on peut pas broder sur n'importe quoi. Mais allez faire une petite crise d'anxiété, vous créez une phobie, faire des tocs, vous pouvez essayer, vous allez vous forcer, mais c'est pas ça sans le faux. Et puis c'est par temps, c'est épuisant tous ces troubles-là. Épuisant. C'est involontaire. Même les phobies administratives sont plus vraies qu'on le croit. Hein. C'est que c'est pas choisi, c'est une facilité qu'on se donne, comme ça on évite ce qui nous dérange. Allez, bon, on verra, c'est tout ça. Quel que soit le niveau intellectuel. Bon. On va faire des bêtises que tout le monde sait. Et c'est pas par masochisme ou par culpabilité ou parce qu'on ne veut pas être président de la République. C'est parce qu'on a l'habitude de faire quelque chose qui nous détend. Puis merde, la vie est assez dure. Un petit coup de détente, c'est pas la fin du... Ouais, ben si, voilà, c'est très emmerdant comme conséquence. Voilà, bon. C'est voulu, même pas. Et même pas inconsciemment. Alors, on peut toujours dire inconsciemment, comme il ne saura jamais la vérité. Bon, ça console. C'est beaucoup moins maîtrisé qu'on croit. C'est que par moments, on fait ce qui nous arrange sur le moment. Et ça, peut-être qu'on pourrait aussi se le dire dans les rencontres. Ça n'empêche pas qu'on ait nos références systémiques, plusieurs, et il faut avoir plusieurs fils là-dedans. Plus on en a, bon, plus on peut... Bon. Et celui qui marchera, ça sera le bon pour celui-là. Mais ça marchera parce que tout d'un coup, ça va mobiliser un certain nombre d'émotions. Et notamment, ça nous parle ce que vous nous dites là. Ah oui, c'est vrai que... Bon, je repense là, il y a une situation, je ne vois plus de patients maintenant, parce que c'est très difficile de recevoir des ados, et où l'entretien se passe mal, et ça les confirme que les psys, décidément, pas la peine de les voir, où ça se passe bien, et comme on dit, vous allez voir quelqu'un d'autre, on dit, ben non, c'est celui-là que je voulais, comme ça avait bien marché, alors ça devient très difficile de l'adresser. Bon. Mais de temps en temps, je m'occupe de parents. Bon. Et là, je pense à un couple l'an dernier, qui est venu, bon, pour des raisons diverses, c'est des médecins, l'hôpital où j'étais, bon, un médecin jeune, et dont le fils, l'aîné, était en des comportements inquiétants. Bon, des passages à l'acte, un garçon a priori gentil, assez brillant, mais travaillant beaucoup moins, faisant un peu de trafic de drogue, tout d'un coup, et puis des passages à l'acte où il se mettait en danger, y compris de se retrouver, parce qu'il avait mis en pension un temps, mais il s'était retrouvé essayer, avec un groupe de copains, de fuir la police, et puis sur le 8e étage de l'établissement, de glisser, de se retrouver suspendu à la gouttière, en attendant qu'on appelle les pompiers. Bon, il y a quand même des situations un petit peu anxiogènes. Et bon, je décide de l'envoyer voir un collègue, qui le voit seul, il dit non, moi la psychothérapie, j'en ai pas besoin et tout. Bon, il dit je peux pas. Et dans ce cas-là, je crois qu'en effet, il ne faut pas dire, il faut y aller avec la famille. C'est pas pour toi, c'est pas toi qui es en cause, c'est nous qui sommes inquiets. Alors on y va. Bon, mais là, il avait dit non, donc il n'y va pas. J'ai dit aux parents, venez, je vais vous essayer de les motiver à l'accompagner. Et ils arrivent avec le fils. Merde, je n'avais pas prévu ça. Et je n'allais pas lui dire, écoutez, j'avais pas vu, je voulais voir vos parents et pas vous. Je les reçois ensemble. Bon. Et là, je suis piégé. Bon. Parce que, bon, on passe 1h30 comme ça. Et qu'est-ce qu'on voit? Comment on peut toucher? C'est-à-dire essayer de leur faire parler de l'histoire, de comment, et puis de pouvoir leur dire, mais alors, ce fils, etc., comment il est venu. Et alors le père me dit, mais ce fils, ça a été pour ma femme un éblouissement. Bon, ça a été ce premier enfant, ça a été sa passion. Bon, on écoute ça, et voilà.
Alors le père est chirurgien, la mère est anesthésiste, en fait, ils ne travaillent pas ensemble, enfin, dans tous les deux ans, c'est des métiers anxiogènes. Ils n'en peuvent plus, parce qu'ils vivent des situations comme ça, d'anxiété, avec qui le voit s'enfoncer, il fait des fugues toujours le soir, rencontre sa petite sœur de 14 ans, en passant par sa chambre, en disant tais-toi, du coup après il ne sait plus quoi faire avec ses parents, enfin, ils n'en peuvent plus. Et la mère est à cran, au bord de la dépression, elle n'en peut plus, mais elle entend donc il entend son père dire, ça a été l'éblouissement de... Alors là, bon voilà, je dis, mais alors, quand même, quelle déception ce doit être. Quand même, que vous devez penser que vous décevez considérablement votre mère, là. La déception, oui. C'est au cœur du drame humain, quand même. Et comme c'était dit aussi ce matin, on est déçu à la mesure des attentes. Ceux qui attendent peu, l'avantage, c'est qu'on peut être déçu. Mais voilà, dès qu'on est déçu à la mesure des attentes. Et la vie, elle est faite d'attentes. Et là, donc, dire quand même, vous entendez ce qu'on dit de votre mère, et oui, je sais, mais bon, et que là, vous devez vous dire, et alors la mère se met à pleurer, bon, en lui, en disant, mais j'en peux plus, moi j'en peux plus, je peux plus travailler, en tout cas, je suis anesthésiste, bon, tout ça, j'arrive dans des états là-bas, en disant ce que va faire mon fils, et que, alors, il voit cela, il dit, que d'attachement, quand même.